Alors, je vais vous donner quelques repères là, justement, pour situer ce qu'on entend par coopération. Alors, ce sont des repères qui sont pas forcément issus du monde de l'éducation et de la pédagogie. Si vous lisez, alors c'est pas un ouvrage théorique, mais c'est un ouvrage qui détaille bien cette idée-là, celui de Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et la thèse qu'ils développent et qu'ils étayent par des centaines d'études, c'est le fait que ce qui est ordinaire au monde du vivant, c'est la coopération. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils définissent comme étant une situation coopérative ou un comportement coopératif? C'est ce qui correspond à trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est une action combinée. C'est-à-dire, on ne peut pas coopérer tout seul. On est obligé d'être à plusieurs pour pouvoir coopérer. Voilà. Et dans cette action à plusieurs, j'ajuste mon comportement à celui de l'autre. Mais il ne suffit pas d'être dans une action combinée pour que ce soit coopératif. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a besoin que cette situation coopérative soit voulue par les actants. C'est-à-dire qu'il y a une intention de se retrouver avec d'autres pour agir de manière combinée. Alors ça nous parle nous, en pédagogie, parce que très souvent, soit par absence de formation, soit pour le bien-être des élèves, on oblige les élèves à coopérer. Et quand on oblige un élève à coopérer, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris l'initiative de se rendre dans un groupe, en fait, on prend le risque que ça ne se passe pas bien. Parce que la coopération, c'est une intention. Voilà, ça correspond à une intention particulière. Et ce n'est pas une injonction, une coopération, en fait. Et la troisième caractéristique qui permet de distinguer coopération de collaboration, c'est que derrière la coopération, il y a un bénéfice individuel mutuel. C'est-à-dire que chacun des actants sort de la situation en ayant conscience que ça lui a apporté quelque chose de bénéfique individuellement. Voilà. Et les bénéfices entre les actants coopératifs ne sont pas forcément les mêmes et n'ont pas forcément la même intensité. Mais le problème, c'est quand des élèves sortent d'une situation coopérative, quand on leur demande à quoi ça t'a servi de travailler avec d'autres, et qu'ils répondent je ne sais pas, ou à rien du tout, j'aurais été plus efficace en le faisant tout seul. Voilà. Donc, et coopératif, une situation qui regroupe ces trois caractéristiques, serait collaboratif, une situation qui regroupe les deux premières à la limite, et la troisième, c'est avec un bénéfice commun, et pas forcément mutuel. Voilà. Donc la coopération à l'école, la coopération entre élèves, c'est pas une pédagogie. Alors ce que je peux dire aussi, c'est que la coopération à l'école, c'est pas uniquement entre élèves. Ça peut être entre adultes. Et tout à l'heure, vous avez parlé de projets interdisciplinaires où des adultes se retrouvent avec les élèves en même temps. Ça, c'est un exemple de coopération entre adultes. Mais la plupart du temps, de par la forme scolaire, les enseignants se retrouvent seuls face à un groupe d'élèves. Et donc, il y a très peu de coopération entre enseignants dans les établissements scolaires, ce qui est bien dommage, mais ce qui correspond, enfin, ça serait une révolution à ce jour intenable que de rompre avec cette logique-là, de manière continue. Il y a de la coopération aussi entre des élèves et des enseignants. Il y a de la coopération avec des parents d'élèves. Il y a de la coopération entre des professions différentes à l'intérieur d'un établissement. Il peut y avoir de la coopération avec des partenaires extérieurs à l'établissement. Bon. Là, ce qui nous réunit cet après-midi, c'est uniquement le segment de la coopération entre élèves. Alors, ça ne correspond pas à une pédagogie, il y a plein de pédagogies. La plus connue, c'est la pédagogie freinée en France. Il y a la pédagogie cousinée, la pédagogie institutionnelle. Il y a des mouvements comme l'Office central de la coopération à l'école, l'OCCE. Il y a des mouvements comme le cahier pédagogique, les cahiers pédagogiques qui développent la coopération, les mouvements de pédagogie institutionnelle. Enfin voilà, il y a plein de. Si vous voulez, ça correspond pas à une méthode, pas à des outils, à certains outils, ça correspond à une palette très large. Et ce qu'on entend par coopération entre élèves, c'est l'ensemble des situations où des élèves agissent
apprennent à plusieurs et en retirent un intérêt personnel. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire là dans le court temps que l'on partage, c'est que une première façon d'éviter les 4 dérives que je vous ai présentées tout à l'heure, ça serait peut-être de ne plus parler de coopération. C'est un peu paradoxal. Ça serait l'idée que la coopération correspond à des réalités complètement différentes. En fait, il y a plein de dispositifs coopératifs. Alors pour essayer de montrer une partie de cette diversité de dispositifs, j'utilise cette représentation-là. Alors, sur l'axe horizontal, c'est la consigne. Lorsque la consigne de coopérer est à l'initiative d'un enseignant, on appelait ça une situation formelle, une situation coopérative formelle. Alors que lorsque ce sont les élèves qui, à leur initiative, en toute autonomie, décident de coopérer, on appelait ça une situation informelle. Donc ça, c'est l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, on a le rapport au savoir. Donc, une relation est symétrique lorsqu'il y a un lien de parité entre les actants. C'est-à-dire que les élèves se réunissent ou sont réunis parce qu'il n'y en a aucun qui individuellement sait résoudre le problème seul. Donc ça, c'est une relation symétrique. Et une relation dissymétrique, c'est lorsque un élève sollicite un copain ou une copine parce qu'il attribue chez ce copain ou cette copine la capacité à pouvoir répondre à son problème. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on peut mettre plein de pratiques coopératives différentes. Alors, je ne les mets pas toutes, hein, on a identifié, je crois qu'on en a 27 dispositifs différents. Je vais mettre les plus connus. Alors, la plus fréquente, c'est une situation d'aide. Alors, la situation d'aide, elle est extrêmement courante. Les élèves cèdent volontiers, et pas seulement qu'à l'école, hein. Ça se passe beaucoup en ce moment dans les collèges et les lycées par l'intermédiaire des réseaux numériques, hein, des réseaux sociaux, hein. Si on regarde ce qui se passe sur Discord ou sur WhatsApp ou sur Snap, voilà, moi j'ai des screens qui sont très éloquents là-dessus, là, où il y a des dispositifs d'aide, des fois même très sophistiqués, par rapport aux devoirs maison, hein. Voilà. Ce qui est un peu difficile dans les situations d'aide, c'est lorsque l'aide est imposée à un élève qui n'en ressent pas le besoin. Et ça, c'est un peu notre problème en France, hein. Il y a même, dans le premier degré, il y a même des personnels qui sont spécialisés pour apporter de l'aide aux élèves. C'est ce qu'on appelle les enseignants des RASED. Alors, leur métier ces dernières années a été profondément chamboulé parce que justement, auparavant, on ne demandait pas aux élèves, on les identifiait comme étant en difficulté et puis hop, on les mettait dans des groupes particuliers, ce qui avait des effets de stigmatisation qui étaient terribles. Et maintenant, on parle beaucoup plus de co-intervention ou de co-enseignement. Et ça donne la possibilité à ce que ce soit les élèves qui se trouvent conscients d'être face à un blocage, de dire voilà, j'aimerais bien que là, quelqu'un vienne essayer de me débloquer. Et là, l'aide devient intéressante, surtout lorsqu'elle se fait entre élèves. Une autre situation qui n'a rien à voir avec l'aide, c'est l'entraide. L'entraide, ça correspond à une prise de conscience par des élèves qui ont essayé de faire un exercice ou de résoudre un problème et qui ne sont pas arrivés. Et qui décident d'activer ce dicton « l'union fait la force ». Alors l'union ne fait pas toujours la force, hein, mais au moins ils vont essayer de combiner leurs idées, leurs talents, pour essayer de voir si, à plusieurs, par cette alchimie, ils arrivent individuellement à résoudre ce qui leur posait problème individuellement. Voilà. Donc ça, c'est l'entraide, ce qui est notamment très présent dans les dispositifs devoirs faits, hein, dans les collèges, beaucoup, hein. Une autre forme de coopération, c'est le tutorat. Alors, il en a été question tout à l'heure, là, un petit peu. Alors, le tutorat, c'est un peu la même chose que l'aide, sauf qu'on l'a mis du côté formel parce que les élèves sont formés au tutorat. Voilà. Et quand on dit les élèves sont formés, ils sont formés aux gestes coopératifs pour demander de l'aide et aux gestes coopératifs
pour essayer de répondre à une demande d'aide. Voilà. Alors, le souci qu'on a pu identifier en étudiant les dispositifs de tutorat, il y en a deux. Le premier, c'est que souvent, on confond tutorat et monitorat. Le monitorat, ça remonte à l'enseignement mutuel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une pratique pédagogique très, très répandue en Europe à partir du XVIIIe siècle et qui donnait la possibilité à un enseignant de faire classe à plusieurs centaines d'élèves. Alors, ça a intéressé beaucoup de responsables, ça, parce que ça ne coûtait pas cher. Il suffisait d'avoir un prof. Et comment c'était possible? C'était parce que l'enseignant ne faisait classe, entre guillemets, qu'aux plus âgés, qu'aux plus dégourdis. Et il en faisait des moniteurs. Voilà. Et ensuite, c'était ces moniteurs qui s'occupaient de transmettre le savoir aux autres élèves. Ça marchait comme ça, l'enseignement mutuel. Mais ça, c'est le monitorat. Et le monitorat, il nécessite que les élèves soient experts. Mais le problème du monitorat, alors c'est Alain Baudry qui a développé cette idée-là, c'est ce qu'on appelle l'effet tuteur. C'est-à-dire dans une relation tutorale, celui qui en profite le plus, c'est l'élève qui est en situation de transmission de quelque chose. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est plus valorisé et parce que c'est celui qui est le plus en activité intellectuelle. Voilà. Je peux vous donner un exemple. En ce moment, j'essaye de vous expliquer ça. Je suis incapable en même temps de vérifier mes mails. Alors que je ne demande pas qui, mais je suis sûr que vous, il y en a un certain nombre d'entre vous, vous êtes capable d'aller regarder vos mails et puis en même temps que vous m'écoutez, vous êtes capable de répondre à des messages. Mais moi, ça, je ne peux pas le faire en ce moment. Et c'est bien parce que dans la position que j'occupe en ce moment, je suis à fond impliqué là-dedans. Et dans cette logique-là, c'est la raison pour laquelle ce sont les tuteurs qui profitent le plus de la situation tutorale. Et donc, la deuxième grande raison qui fait que le tutorat est intéressant alors que le monitorat l'est beaucoup moins, c'est que très souvent, on demande à des élèves qui ont déjà réussi les exercices ou les évaluations d'aller aider leurs camarades. Et il y a des élèves dans ces configurations qui n'ont jamais accès à ça. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on les prive des bénéfices potentiels de l'effet tuteur. Alors que dans le tutorat, il y a un principe de base qui est la réciprocité. Quand on forme des élèves au tutorat, on les forme tous de manière à ce que tous les élèves soient tuteurs et pas uniquement les plus forts. Voilà. Donc ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure avec l'histoire là de la multiplication de la recherche des talents. Voilà. Donc il y a le tutorat, il y a des pratiques qui sont un petit peu moins connues comme les marchés de connaissances ou les réseaux d'échange réciproques de savoir qui ont pour objectif d'entretenir le sentiment d'efficacité personnelle des élèves en s'appuyant sur un adage « personne ne sait tout, personne ne sait rien, et le savoir est gratuit et se partage ». Voilà. Donc c'est un dispositif comme un marché de fruits et légumes, sauf que ce sont les élèves qui sont en position d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Après, il y a cet ensemble-là, travail en groupe, travail en atelier, travail en équipe. Alors, ce ne sont pas du tout des synonymes. Le travail en groupe, ça vise à favoriser les confrontations entre les élèves. Et généralement, c'est très court, parce qu'on espère qu'à travers les confrontations d'idées, il y ait une introspection personnelle et qui vise à se dire « Ah ben mince, les autres, ils ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que ce n'est pas moi qui me trompe ?» Et donc, ça ouvre un désir d'apprendre sous forme de questionnement et d'incertitude. Voilà. Ça, c'est l'objectif du travail en groupe. Alors que l'objectif d'un travail en équipe, c'est de mobiliser des compétences diverses et variées, voire même d'en développer. Puisque ce qui est attaché au travail en équipe, ce sont les démarches de projet. Vous savez, quand on essaye de mettre les élèves en projet face à des activités, des tâches complexes, des tâches inédites, voilà. Ce qui a été développé par John Dewey avec les pédagogies de l'enquête ou par Philippe Ernoult. Voilà. Mais une équipe, ça dure des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut du temps pour réaliser un projet. Et l'objectif, c'est d'essayer de se mettre d'accord malgré toutes les adversités que l'on rencontre. Et c'est difficile de se mettre d'accord, mais c'est en essayant de se mettre d'accord qu'on développe des habiletés nouvelles. Voilà. Et le travail en atelier, c'est aussi complètement autre chose. Le travail en atelier, ça s'appuie sur
l'apprentissage par de la manipulation. Et ce qui est intéressant dans les ateliers, c'est qu'il y ait plusieurs élèves en même temps. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet d'activer ce qu'on appelle l'effet vicariant. L'effet vicariant, ça a été développé par Albert Bandura, et c'est un phénomène d'apprentissage extrêmement intéressant. Ce n'est pas le seul, hein, mais celui-là est très intéressant et il est principalement attaché aux ateliers. C'est le fait d'apprendre en regardant les autres et en imitant ce qu'on a vu. Voilà. C'est l'apprentissage par observation et imitation. Et c'est le gros avantage du travail en atelier, qui est une autre forme de pédagogie de la coopération. Donc il y a les discussions démocratiques, discussions philo, débats d'interprétation littéraire, discussions scientifiques, par exemple sur des questions à caractère éthique. Les jeux coopératifs sont aussi une pratique qui est assez répandue et qui sont intéressants pour améliorer les liens de confiance mutuelle entre les élèves. Voilà, quand dans une classe ou dans un groupe, il y a beaucoup d'animosité ou des clans qui se tirent un peu dans les pattes mutuellement, proposer un cycle de jeux coopératifs, ça a pour conséquence d'améliorer des liens d'amitié entre des jeunes qui ne se connaissaient pas bien. Et puis, il y a les fameux conseils coopératifs qui sont issus des républiques d'enfants ou d'un pédagogue comme Janusz Korczak et qui donnent la possibilité d'apprendre la démocratie en vivant la démocratie participative, notamment par l'intermédiaire des confrontations aux situations de prise de décision. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, les pédagogies de la coopération, c'est une partie de cet ensemble-là. Par exemple, je n'ai pas parlé des quads neufs ou je n'ai pas parlé des élèves médiateurs, mais il y a plein d'autres dispositifs. Et du point de vue de l'enseignant, ça serait un peu comme une boîte à outils. L'enseignant a été formé comme le bricoleur, hein, à l'utilisation de chaque outil, mais le bricoleur se sert de l'outil en fonction du projet qu'il a ou des difficultés qu'il rencontre. Voilà, on ne se sert pas d'une scie pour enfoncer un clou. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça m'arrive très souvent de voir des enseignants, ce n'est pas du tout pour mal faire, c'est parce qu'on ne leur a jamais expliqué, qui utilisent du travail en équipe pour susciter de la confrontation, alors que ce n'est pas fait pour ça. Voilà. Alors, quelle heure il est? Que je ne déborde pas trop. Bon, ok. Donc voilà, écoutez, je vous ai dit l'essentiel de ce que je pouvais préciser en termes de variété et d'importance de précision, si vous voulez, dans les dispositifs coopératifs. Je termine juste sur le fait que dans cette modélisation-là de l'acte d'apprendre, apprendre, ça serait passer par chacune de ces phases-là. La dimension sociale de l'apprentissage peut être largement développée par un certain nombre de pratiques coopératives. Et là, vous en avez un exemple, hein, pour susciter de l'incertitude, organiser du travail en groupe. Pour favoriser du transfert d'apprentissage, organiser plutôt du travail en équipe avec des démarches de projet. Et puis pour faciliter la mémorisation et le développement d'automatismes face à la diversité des élèves, plutôt d'engager des formes d'aide, d'entraide ou de tutorat.